Vous avez vécu un calvaire, un viol le 11 novembre dans le hall de votre immeuble. J'entends des bruits de pas courir derrière moi et en fait je me retrouve plaquée au sol. Une jeune femme qui a été très peu soutenue, qui s'appelle Claire Géronimi. Vous prenez la parole sur RMC pour dénoncer l'insécurité dans laquelle vivent les femmes au quotidien. Éclat, un mot à double tranchant qui symbolise à la fois brisure et rayonnement, cassure et sentiment. Je suis Claire Géronimi et à la suite de mon agression, j'ai décidé de donner la parole à des personnalités inspirantes pour mettre en lumière leur vision féminine si singulière. Femmes politiques, journalistes, psychologues, avocates ou encore victimes échangeront avec moi sur leurs sentiments et leurs interrogations de notre place dans la société. Je désire également mettre l'accent sur leurs histoires marquantes afin de vous fournir, chères auditrices et auditeurs, les clés vers votre propre éclat. Bienvenue dans le podcast Éclat de femmes. Bonjour Marius, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Éclat de femmes. Tu es le premier homme à être interviewé justement sur ce podcast, donc c'est un peu un honneur pour moi. Pour rappeler à nos auditeurs, on s'est rencontrés pendant l'hommage de Philippine. On va revenir un petit peu sur ton histoire de pourquoi justement t'as parlé pendant l'hommage et ça me tenait vraiment à cœur de t'inviter parce que ton histoire est assez bouleversante et toi aussi tu as beaucoup de courage et c'est pour ça que je voulais en tout cas le partager justement à mes auditeurs. Peut-être pourrais-tu te présenter, qui es-tu en 2 mots? Alors déjà merci beaucoup Claire pour l'invitation. Voilà, donc je suis le premier homme du podcast, une lourde responsabilité que je vais essayer d'assumer. Et alors effectivement, on s'est rencontrés à l'hommage de Philippine. Moi, pour situer un peu aux auditeurs, je suis le petit-fils de Berthe Picot, qui a été assassiné en 2021 et dont le procès du tueur a eu lieu en juin 2024. Ça a été un petit peu médiatisé. Et voilà, je suis acteur, auteur, DJ. Voilà, j'ai une agence d'événementiel, l'agence L'Arrivée. Et ça, c'est pour juste me situer un peu professionnellement. Je suis parisien et je t'ai rencontré Claire lors de l'hommage pour Philippine, où j'ai été invité au dernier moment, où tu m'as invité d'ailleurs. Exactement. Et je te remercie. Et c'est comme ça que nous avons fait connaissance. Exactement. Voilà. Et justement, ta prise de parole, je pense, nous avait tous touchés. Et même, je sais que quand tu avais parlé sur des plateaux télé aussi, je pense que ça avait touché beaucoup de personnes. Donc, on va revenir un petit peu dessus. Du coup, tu disais que toi, tu portes la mémoire de ta grand-mère et c'est justement pour ça que tu en as parlé un petit peu dans les médias. Puis, un jour, je suis en tournage dans le sud de la France. Avec une équipe d'amis. Ma mère elle-même est en Espagne. Et je reçois le coup de fil de mon père qui m'annonce qu'on a fait du mal à ma grand-mère. Ok. Et il veut pas tout me dire. T'as pas compris au début? Ouais, tu comprenais pas. À sa voix, j'ai compris que c'était grave. Et en fait, à ce moment-là, donc ma grand-mère venait de mourir, et mon père était venu. C'est mon père qui s'était rendu sur les lieux du crime, et qui était allé à l'hôpital par la suite parce que ma grand-mère est pas morte sur le coup. Voilà, le meurtre a eu lieu la nuit, aux environs de 4h du matin. Et c'est son aide ménagère qui l'a retrouvée au sol, dans son hall d'entrée, dans son sang, la porte entrouverte, et qui a eu le réflexe de filmer son entrée et d'appeler les secours. Okay. Et ma grand-mère n'est pas morte tout de suite, elle était inconsciente, mais elle est morte des suites de ses blessures en début d'après-midi. Voilà. Donc elle a agonisé pendant un peu plus de 10 heures, quoi. Ok. Et du coup, ça, vous saviez pas exactement ce qui s'était passé à ce moment-là. Juste, vous avez vu. Alors à ce moment-là, on sait pas. Assez rapidement, quand même, l'auteur des faits est arrêté à Sarcelles. Comment il a été arrêté? Parce qu'il y avait des caméras, des choses comme ça. Alors en fait, il
il n'a pas été arrêté pour ce fait, en fait. Il n'a pas été arrêté pour le meurtre. C'était quelqu'un qui était sous le coup d'une OQTF et qui était connu, en fait, aussi des services de police parce qu'il avait commis déjà différents larcins avec violence. Et donc, il a été retrouvé à Sarcelles, arrêté par la BAC de Sarcelles. Que je remercie d'ailleurs. Je pense que non, mais faut savoir aussi. C'est hyper important. Faut savoir dire, faut savoir être reconnaissant envers des gens qui font un travail qui est difficile, qu'on n'apprécie pas toujours à sa juste valeur. Non, mais moi je le reconnais. La BAC, c'est pas que des gentils, on n'a pas toujours un rapport facile, mais c'est des gens qui font un travail sous-payé, extrêmement dur, Bien sûr. physiquement, psychologiquement. Et bon, ces gens-là ont suivi toute l'affaire. Voilà, il y a un des représentants de ce service de la BAC de Sarcelles, que je salue à nouveau, qui est venu lors du procès. Okay. Et ça nous a particulièrement touché, ma famille et moi. Donc à nouveau, voilà, s'il écoute le podcast, je le remercie. Et donc, c'est... Comment dire ? Du coup, cet homme a été arrêté. Ok, voilà. Cet homme a été arrêté rapidement. Avec un porte-monnaie qui appartenait à ma grand-mère. Okay. Et il a été confondu très rapidement avec des empreintes et des analyses ADN. Bon, voilà, on savait qu'il avait été sur les lieux. Parce que du coup, quand ils ont retracé un petit peu justement toute l'agression et tout, comment ça s'est passé exactement, tu sais, ils savent établir un petit peu le schéma qui s'est passé pendant toute l'agression ou... Oui, les expertises légales et médico-légales ont permis d'établir un certain nombre de zones où ma grand-mère a été frappée à main nue avec des objets contondants, des choses qui lui ont été renversées dessus. Oui, ça a été... il est avéré qu'elle a été frappée avec une sauvagerie sans nom. Et voilà, elle avait des hémorragies internes de partout. Enfin bon, voilà, ça a été quelque chose de très 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 violent. Donc bon, moi à ce moment-là, j'apprends ça au téléphone. Je suis dans le sud de la France avec l'équipe de tournage. Je suis hagard pendant quelques minutes et puis au bout d'un moment, je m'effondre. Voilà. Et puis, mais bon, j'ai quand même terminé la semaine de tournage. Après, je suis revenu à Paris et dans un espèce de mécanisme de défense, je pense, ma mère et moi, c'est comme si on avait mis ça dans une petite boîte au fond de nous, dans l'attente du procès, d'autres choses, enfin... Des expertises, voilà, parce que c'est... En même temps, il y a tellement d'inconnus, on va dire, que vous pouvez pas forcément imaginer la chose. Et je pense que tant qu'une fois, on peut pas mettre les mots dessus, c'est assez compliqué de s'imaginer et de faire un deuil total aussi. Enfin, pas commencer un processus de deuil, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, mais... On peut pas, il y a trop de choses qui s'entremêlent. Il y a de la colère, évidemment, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse. Il y a aussi une forme d'incrédulité, parce qu'on se dit, mais pourquoi nous, en fait ? Pourquoi nous ? Pourquoi ma grand-mère ? Pourquoi des existences paisibles ? Enfin, on n'est pas des saints, hein, mais on essaie quand même de faire le bien autour de nous, dans ma famille. On n'a pas particulièrement d'ennemis. Ma grand-mère a toujours été quelqu'un de gentil et d'apprécié, et quand quelque chose comme ça vous tombe dessus, vous vous dites sincèrement, mais c'est un rêve ou bon, qu'est-ce qui nous rend toujours pas le corps de ma grand-mère ? Ça a été très long. Ah oui. Ouais. Okay. Ouais, parce qu'il y avait des expertises supplémentaires qui devaient être faites. Ça a duré combien de temps ? Oula, ça a duré pas mal de semaines quand même. Okay. Alors ma grand-mère a été incinérée, elle est d'ailleurs au Père-Lachaise. Mais parce qu'on a fini par réclamer le corps. Ça prenait vraiment trop de temps. Et c'était compliqué pour nous aussi de laisser ce corps... Bien sûr, et pour le respect de la famille aussi. Voilà, ça devenait vraiment lourd. En fait,
pourquoi est-ce que les expertises continuent d'être faites ? C'est parce que pour prouver le viol, en fait, tout simplement. On pourra revenir là-dessus, mais en fait, le viol a eu lieu. Hein. Il y a eu un viol. Comment dire, ça n'a même pas été retenu au moment du procès, puisqu'en réalité, ça n'aurait pas fait de différence en termes de... Ouais, mais c'est quand même quelque chose... Oui, alors en fait, on a décidé avec l'avocat, étant donné que voilà, il y avait des expertises qui n'avaient pas pu être faites parce que justement, on avait fini par récupérer le corps, qu'en réalité, les débats rajouteraient de la douleur à la douleur, mais qu'en réalité, sur le verdict final, ça n'aurait pas fait de différence. Alors après, c'est des choses un peu techniques, je ne veux pas perdre non plus les auditeurs et les auditrices, mais... c'est la raison pour laquelle on en a... Ça n'a pas vraiment... Ça a fait partie des débats, mais ça n'a pas été... je ne sais même plus comment le dire. Une entreprise de nettoyage est dépêchée par la juge d'instruction pour procéder au nettoyage de l'appartement. Parce qu'il y a eu les faits, mais il y a aussi... le relevé d'empreintes, des équipes médico-légales qui ont été sur place, et que donc, voilà, il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, dans le nettoyage de scènes de crime. Et qui sont financées justement par... Et qui sont financées, absolument. Ouais. Okay. Et donc, on arrive sur les lieux sur l'appartement, dans l'appartement, et là, on réalise que absolument rien n'a été fait. C'est-à-dire que l'entreprise n'est pas venue. Ok. L'entreprise n'a pas nettoyé l'appartement. Du coup, là, vous appelez la juge d'instruction ou comment? Et il n'y a rien à faire. Voilà, ils sont pas venus. De toute façon, l'appartement, il faut le rendre. On a un délai à ne pas dépasser. Il faut que ce soit vidé. Sinon, on va payer. Des pénalités, quoi. Voilà, des pénalités assez élevées. Okay. Donc, on n'a pas le choix. Je rentre dans l'appartement avec mon père, et là, dans le hall d'entrée, on a le sang séché de ma grand-mère au sol. Mais voilà, ça fait 3 ans qu'il y a son sang séché sur le sol. Enfin, je dis une bêtise, plus de 2 ans à ce moment-là, parce que c'était en 2023. Et... il y a de la craie noire un peu partout qui a servi au relevé d'empreintes. L'appartement est dans l'état post-crime, c'est-à-dire le frigo renversé, les meubles cassés, renversés. Rien n'a été rangé. Mais en tout cas, quand je pénètre dans l'appartement, moi qui ai connu ma grand-mère extrêmement ordonnée, limite maniaque, de la propreté, enfin je dis limite maniaque, c'est pas limite, c'est complètement maniaque. Voilà, on a tous quelqu'un comme ça dans notre famille. Et c'était vraiment quelqu'un qui accordait une attention particulière à ça. Enfin, je me souviens que je pouvais même pas me laver les mains dans la cuisine. Si je mettais de l'eau par-dessus l'évier, je me faisais taper sur les doigts. Donc là, de voir l'appartement son dessus-dessous, c'est... Ouais, et 2 ans après, vous avez dû faire un saut dans le temps tout a dû être... Oui, et puis moi, c'est la première fois que je venais sur les lieux du crime. Mon père était donc venu, et là, moi, c'était la toute première fois, et je réalise la violence de ce qui s'est passé. En ayant en tête la condition physique de ma grand-mère à cette époque-là, qui s'était tassée, qui devait faire peut-être 1m40, qui pesait 3 fois rien et qui avait du mal à se déplacer. Donc là, je réalise le calvaire qu'elle a dû vivre. Ça a dû faire un choc. Et il y a des traces partout, il y a des couches sales, du sang. C'est très compliqué. Donc là, on entreprend de récupérer toutes les affaires qu'on peut récupérer avec des allers-retours en camionnette, et puis de mettre à la poubelle tout le reste. Voilà. Ça a été 2 grosses journées de travail. Et vous avez tout nettoyé Ah bah nous-mêmes, ouais. Wow. Ouais. On a tout vidé, tout nettoyé. Ok. Bon.
Est-ce que c'est à nous de faire ça ? J'ai quand même de sérieux doutes. À l'échelle de la justice française, en tout cas des peines prononcées en France, c'est un jugement juste, entre guillemets. Enfin, en tout cas, qui, à l'échelle des peines prononcées en France, est une peine, une sanction qui vaut pour reconnaissance du préjudice. Voilà, je vais le dire comme ça. Je prends beaucoup de pincettes pour le dire, mais c'est comme ça que je le ressens. Est-ce que 14 ans de prison, je dis 14 ans parce que, bon, malheureusement, on ne sait pas s'il va faire l'intégralité de sa peine. Pour une vie volée, non. Est-ce que ça les vaut ? Non. Évidemment que non. Bien Mais de toute manière, la justice française n'est pas une justice réparatrice. Enfin, faut le comprendre, quoi. Voilà. L'idée, c'est pas de nous rendre ce qui nous a été volé, puisque de toute façon, c'est impossible. Mais en fait, au bout de 3 ans, déjà, on n'est plus dans... Enfin, je parle pour nous, en tout cas, notre famille. On n'est plus dans un sentiment de vengeance. Enfin, la vengeance, c'est quelque chose qui en général, est un sentiment très vif, brûlant, mais qu'on a du mal à tenir sur la durée. C'est un processus de deuil, et bien sûr, on passe par des phases de vengeance. Enfin, s'il y a eu un certain meurtre ou quelque chose comme ça, des phases de pleurs, des phases de haine, etc. Mais après, ça pèse au final. Donc, ça épuise, en fait. Ça épuise, c'est un sentiment totalement. qui épuise. Et pour avoir discuté avec quand même d'autres familles de victimes, je vois bien que c'est pas quelque chose de fréquent. La plupart des familles, à un moment, elles sont plus dans une démarche de vengeance, justement. Elles cherchent juste à pouvoir faire leur deuil. Alors, le deuil, qu'est-ce que c'est ? C'est compliqué, hein, même ce mot, deuil. Oui, ça veut tout et rien dire. On peut faire le deuil d'avoir loupé une opportunité, on peut faire le deuil de quelqu'un. Enfin, c'est quelque chose qui est quelque chose qu'on porte, ça. C'est quelque chose qu'on porte et qu'on portera à jamais. Après, il faut que ça... En fait, c'est l'acceptation de quelque chose, d'un événement qui a été un peu traumatisant. En plus d'autant plus que la salle dont on nous avait dit qu'elle serait... assez grande, avec des espaces un peu cloisonnés, n'était pas du tout celle qu'on attendait. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans une salle assez petite, avec l'assassin de ma grand-mère qui était à 3 mètres de moi, sans vitre, sans box ni rien, et qui soutenait le regard. Donc ma mère a explosé, ce qui est normal. Elle l'a pris à partie. Elle a été expulsée du tribunal. Voilà, avec une petite leçon de morale en prime de la part de l'avocate de la partie adverse. Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, on se remémore les mots de la première juge d'instruction qui nous dit vous inquiétez pas, pendant 3 ans, vous allez vous sentir un petit peu isolé et mis à l'écart, mais le moment du procès, ça va être d'ailleurs répété par l'avocat, ça va être un moment pour vous. Là, notre moment, je l'ai pas senti du tout. Oui, j'imagine. Vraiment pas. Et à ce moment-là, on assiste à une scène d'un archaïsme rare où on élit les jurés les uns après les autres, qui, enfin, à l'issue de cette élection, vont rentrer chez eux et ne reviendront jamais, puisque ce ne seront pas les mêmes qui seront désignés 3 mois plus tard. Bien sûr. Mais on a le droit à cette parodie de ce cérémonial dont on comprend pas vraiment l'utilité. Oui, c'est juste une perte de temps au final. C'est juste une perte de temps et une épreuve supplémentaire. Donc bon, voilà, on rentre tous chez nous et on nous dit rendez-vous en juin. Toi, du coup, après tout ce que tu as vécu, etc., qu'est-ce que tu penses vraiment de la condition des victimes aujourd'hui dans notre société? Enfin, est-ce que tu trouves qu'on est assez accompagné, même en tant que famille de victimes? Parce que tu l'as raconté avec ton histoire, je suppose que la réponse est plutôt négative que positive. Mais... Non, c'est insuffisant. C'est insuffisant et on a la chance, nous, d'être une petite famille soudée. Mais j'imagine aisément comment dans d'autres cas de figure, ça peut être
ça peut être encore plus compliqué. On n'a pas de soutien psychologique. Enfin, en gros, pour resituer, on nous dit oui, bien sûr, vous pouvez, allez-y, prenez un psy, pas de problème. Et puis on passera devant la CIVI, donc qui est l'organisme. Oui, d'ailleurs, t'as jamais encore été indemnisé ou ça a été beaucoup plus après le procès, non, c'est ça ? Oui, c'est ça. On n'a pas encore été indemnisé post-procès. Voilà, c'est hallucinant parce que du coup la CIVI, pour expliquer aux auditeurs, c'est un fonds pour d'aide aux victimes qui a été créé et au final en fait c'est quand les agresseurs ne sont pas solvables, sauf qu'on nous promet un petit peu mondes et merveilles quand justement en tant que victime qu'on peut prendre des psychologues etc et qu'on va se faire rembourser après par la CIVI, mais déjà les remboursements sont très longs, donc il faut tout dépenser par soi-même et en plus de ça au final en fait on n'a jamais la somme qu'on peut espérer, on va avoir 10% de ce qu'on a dépensé, tout ça, c'est ça ne dédommagera jamais déjà les dommages psychologiques et d'autant plus les dommages financiers, donc bien sûr, donc la CIVI ne vous a pas du tout non, alors on a eu non, en fait il y a une première étape avant le procès et une après le procès. Bon, là je sais que mes avocats sont sur le coup. C'est effectivement toujours assez pénible parce que c'est des sommes. Franchement. Oui, c'est l'euro symbolique en fait au final. Et encore, c'est ces choses qui sont. C'est censé prendre en charge effectivement un certain nombre de dépenses et de préjudices. On n'est pas aux États-Unis pour si les gens avaient le moindre doute à ce sujet. Voilà, on parle pas de. C'est effectivement pour les gens qui sont insolvables et tout ça fait l'objet de tractations. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails de ce truc-là parce que c'est pas très au point. À la base, c'était un organisme, si je ne dis pas de bêtises, qui a été créé suite aux attentats en France en début du XXIe siècle et qui a été un peu dévoyé. Et tout ça mériterait d'une refonte. Voilà, c'est ce que je pense. Et en tout cas, pour en revenir aux aides psychologiques, il y en a pas d'office, quoi. Voilà. Alors un avocat d'office très bien, mais est-ce qu'il pourrait pas y avoir peut-être des psys d'office ? Ça, je pense que ça pourrait servir. Nous, on s'en est sortis. Moi, j'avoue que j'ai utilisé la stratégie du sous le tapis. Voilà, la stratégie de l'autruche, ou en tout cas des yeux bandés. Quand il y avait quelque chose qui me prenait aux tripes, je le mettais de côté. Voilà, parfois au détriment d'autres choses dans ma vie personnelle, mais on fait comme on peut. Je suis pas un grand consommateur de soins psy. Dans ma vie, ça a été assez rare, mais peut-être que ça aurait pu faire du bien. Il y a un vrai problème de violence faites aux femmes dans notre société, et je pense que voilà, le meurtre de ma grand-mère s'inscrit dans une de ces formes de violence qui est en fait le fruit d'une frustration, parce que bon, là on n'est pas rentré dans les détails de cette affaire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le meurtrier, en tout cas moi c'est la thèse à laquelle j'adhère et qui était celle de l'avocate générale, le meurtrier qui a effectué une passe, qui s'est prostituée en fait avec un homme de l'immeuble, s'est senti humilié à l'issue de ce rapport où on lui a proposé en gros de passer d'actif à passif, et s'est enfui en claquant la porte avec une consommation d'alcool probablement dérégulé, et il a tapé à toutes les portes. Je sais pas comment il est rentré chez ma grand-mère, mais quand je parlais du viol en début d'interview,
on a la preuve qu'il y a eu son sexe sur la couche de ma grand-mère. Enfin, je vais pas non plus donner tous les détails les plus sordides, mais moi je pense profondément que c'est une profonde frustration et un sentiment d'humiliation qui l'a poussé à violer ma grand-mère et à se défouler dessus, quoi. Et je pense que ce problème de frustration d'être humain, d'homme, est à l'origine d'une grande violence. J'enfonce peut-être des portes ouvertes, hein. Je déroule les choses comme ça me vient. Je suis navré, mais c'est quelque chose dont la société doit s'emparer. Et moi, je crois beaucoup à la théorie. Je l'avais abordé lors de mon discours. Je crois à la théorie de la vitre brisée. Voilà, c'est ça. Okay. C'est ça, la théorie de la vitre brisée. En fait, c'est une théorie qui est venue des États-Unis et qui a permis, dans les années 80, de réhabiliter la ville de New York, qui était une ville où régnait une grande criminalité. Et l'idée, c'est que le fait de ne pas réagir aux premiers signes de désordre et de violence, ça envoie un signal en fait à ceux qui voudraient aller plus loin. Et on parle beaucoup de manque de sévérité dans les jugements, de laxisme. Et en fait, si on continue à permettre à des hommes violents qui ont déjà été reconnus pour des faits de violence d'agir en toute impunité, ou en tout cas avec des peines qui ne sont pas à la hauteur du préjudice qu'ils ont causé, on envoie un message de permissivité, quoi. Totalement. Et cette fameuse théorie de la vitre brisée, ça veut dire que si on laisse un immeuble avec une vitre brisée sans la remplacer pendant des semaines, je résume grossièrement, en fait, ce message de permissivité va faire que de plus en plus de vitres de cet immeuble vont être brisées. Alors que si on la répare tout de suite, en fait, ça envoie un signal ça envoie le signal qu'on laisse pas faire, quoi. Voilà. Ouais. Qui a une unité et qui a un désir de protéger. Et je pense que ça peut s'appliquer à la protection des femmes dans notre société. Il faut qu'on arrête de laisser passer les choses. Merci à vous d'avoir écouté cet échange entre femmes. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, nous serions ravis de connaître votre retour et n'hésitez pas à nous mentionner en story sur les réseaux sociaux. Pour découvrir les nouveaux épisodes d'Éclat de Femmes chaque semaine, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous pensez que cela pourrait intéresser l'un de vos proches, je vous encourage à le partager avec lui. À très vite!